Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo après avoir été absente la semaine précédente. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est tout simplement pour un update lecture. Je vais donc sans plus tarder vous parler de mes 6 derniers livres lus. Au programme de cette vidéo, je commencerai par vous parler de Shades of Magic. J'embrayerai ensuite sur La Maison des Reflets. Je vous parlerai également du 3e tome des Outrepasseurs, puis du 6e tome de la série Rebecca Keane. Je vous dirai également ce que j'ai pensé de The Silent Waters. Et je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur La Mort du Temps. Comme vous allez pouvoir rapidement le constater, j'ai ressenti de beaux coups de cœur pour 2 des 6 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, à commencer par Shades of Magic, écrit par V.E. Schwab, qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Lumen. Alors ce livre, je l'ai tellement aimé que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire gagner à l'occasion du concours des 4000 abonnés, parce que j'avais très envie qu'une autre personne ait la possibilité de le découvrir et de l'apprécier à sa juste valeur. On va faire la connaissance de Kel, qui est un Antari, un magicien du sang qui vit dans le Londres rouge. Kel est le fils adoptif du couple royal. Il a également une fonction de messager puisqu'il est chargé de livrer des missives d'un Londres à l'autre. Et il a la fâcheuse habitude de collectionner des objets des différents Londres, alors que c'est formellement interdit par décret royal, sauf que voilà, c'est sa petite lubie à lui, il ne peut pas s'en empêcher, et un beau jour il va avoir entre les mains une pierre de pouvoir issue du Londres noir, et cette découverte va tout simplement signer le début de ses ennuis. J'ai évidemment adoré l'univers de ce livre qui est assez incroyable, assez atypique, vraiment très original. Chaque Londres possède une ambiance qui lui est propre et qui est particulièrement bien restituée par la plume mature et de qualité de l'auteur. J'ai été assez étonnée en débutant l'histoire de constater que le rythme était assez lent. En général, c'est pas ce que je préfère dans les livres, mais je me suis quand même vite rendu compte que le rythme était là au service de l'histoire. Et au final, ça ne m'a absolument pas dérangée, bien au contraire, d'autant qu'à un moment donné, le rythme va quand même considérablement s'accélérer jusqu'à ce que les actions s'entrechoquent avec violence pour nous servir un final absolument époustouflant. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'ambiance soit aussi sombre, mais pourtant c'est le cas. C'est catégorisé en français comme étant du young adult, pour autant je ne mettrai pas ce récit entre toutes les mains parce que l'auteur ne nous épargne pas les détails les plus macabres, les plus sombres qu'elle a à nous livrer. La raison pour laquelle j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, c'est également par rapport au personnage que j'ai énormément apprécié. D'un côté, on suit Kel, qui est donc ce magicien de sang assez taciturne, assez solitaire. J'ai trouvé qu'il formait un duo vraiment détonnant avec Lila Bard, qui est une aventurière. Elle est issue du Londres gris, c'est une voleuse. On a l'impression que ces deux-là n'ont absolument rien en commun. Et pourtant, ce sont 2 âmes égarées, 2 âmes solitaires qui vont devoir collaborer sur un même projet et qui vont se compléter vraiment à merveille. J'ai été captivée par cette histoire, captivée à la fois par l'écriture, par les personnages et par la richesse de l'univers et la qualité de l'intrigue. Tous ces ingrédients ont fait en sorte que ce livre a été un formidable coup de cœur. Je me languis que le tome 2 soit traduit pour pouvoir me jeter dessus comme une morte de faim. J'ai ensuite lu La Maison des Reflets, écrit par Camille Brissot et publié aux éditions Syros. C'est tout simplement l'une de mes abonnées qui est stagiaire dans cette maison d'édition qui m'a contactée un beau jour et qui m'a permis de me procurer ce livre, donc un grand merci à elle. J'ai bien apprécié cette lecture à laquelle j'ai mis la note de 3 sur 5. Le point de départ de cette histoire m'a beaucoup plu. On est dans les années 2000, dans un futur relativement proche, dans lequel il existe désormais des établissements qui s'appellent des maisons de départ, qui permettent de ressusciter avec des gros guillemets les morts grâce à un ingénieux système de modélisation en 4 dimensions qui permet tout simplement de faire intervenir des reflets des personnes disparues. Daniel, c'est un adolescent, c'est le fils du propriétaire de l'une des plus célèbres maisons de départ. C'est un garçon assez solitaire qui n'a vraiment pas l'habitude de sortir de chez lui. Pour vous dire, ses meilleurs amis sont les résidents de cette maison de départ, ce sont des reflets, donc des personnes qui n'existent pas pour de vrai. Et un beau jour, Daniel va se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses, il va bousculer ses habitudes, il va décider de sortir de chez lui et sa vie va en être bouleversée. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que c'est un livre qui aborde des thèmes très souvent exploités comme la vie et la mort, mais ce récit possède un côté philosophique
qui m'a beaucoup plu parce qu'il incite vraiment à la réflexion. J'ai trouvé que l'ambiance était assez douce, assez mélancolique, c'est agréable, mais en même temps ça permet de mettre en avant le fait que le rythme est hyper mou et le récit est quand même très linéaire. Dès le départ on sait où est-ce qu'on va, on voit déjà dès le départ à peu près comment est-ce que ça va se terminer. J'ai finalement que peu de surprises en chemin et c'est ce qui m'a manqué. Avec Daniel, l'auteur aborde tout le sujet de la quête d'indépendance pendant l'adolescence. J'ai trouvé ça assez intéressant, mais en même temps, Daniel n'est pas un personnage particulièrement attachant du fait qu'il soit très solitaire, qu'il soit toujours dans sa bulle. J'ai commencé à le trouver intéressant à partir du moment où il a commencé à remettre en question tout ce qu'il avait toujours connu jusqu'à présent. Donc en résumé, c'est un 3 sur 5 pour l'intelligence des thèmes que l'auteur a choisi d'aborder, pour le fait de m'avoir poussé à la réflexion au cours de ma lecture, mais je ne mets pas une note plus élevée par rapport aux personnages qui ne m'ont pas tant plu que ça, et pour le manque de rythme et la linéarité de l'histoire. Je me suis ensuite plongée dans le troisième tome des Outrepasseurs écrit par Cindy Van Wilder et publié aux éditions Gulfstream. Ce livre, je l'avais tiré au sort dans ma saga Bookjar il y a quelques semaines de ça maintenant. Il m'avait été offert par ma copine Béa qui me l'avait fait dédicacer à l'occasion de mon anniversaire de l'année dernière. Je m'en rappelais plus du tout, mais en lisant la dédicace, ça saute aux yeux. Pour Elisa, je te souhaite tout d'abord un joyeux anniversaire et j'espère que ce tome 3 contribuera dignement aux célébrations. Cindy avec un petit tampon renard. Alors pour rappel, j'avais bien aimé le premier tome, même si j'avais l'impression que c'était plus un préquel ou une grosse introduction que le début d'une histoire à part entière. J'avais davantage apprécié le tome 2 qui pour le coup rentrait vraiment dans le vif du sujet. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce tome 3, j'en suis la première chagrinée, mais malheureusement je n'ai pas pu mettre plus de 2,5 sur 5, donc j'ai mis à ce livre vraiment la moyenne tout rond. On va suivre Peter, qui est le personnage principal de cette histoire, qui essaie tout simplement de libérer les outrepasseurs de la malédiction qui pèse sur eux, et pendant ce temps-là, la magie commence à s'effacer progressivement du monde et la santé des outrepasseurs est en péril. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop. Tout simplement, je pense que j'aurais dû lire de manière beaucoup plus rapprochée du tome 2 ce tome 3, parce que je me suis sentie un peu paumée au début de l'histoire. J'ai eu beaucoup de mal à raccrocher les wagons entre eux. J'ai eu beaucoup de mal à me sentir investie par ce qui se passait. Il y a plusieurs choses qui m'ont déçue dans ce récit. Déjà le fait que les retournements de situation et les surprises n'en ont pas vraiment été pour moi. J'avais plus ou moins tout anticipé dès le départ, donc voilà, j'ai pas eu de gros chamboulements intérieurs. Au-delà de ça, l'auteur qui aime beaucoup jouer sur le côté manichéen de ses personnages, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont ni tout à fait bons ni tout à fait mauvais. J'ai trouvé que c'était un petit peu une redite des deux premiers tomes, et j'ai trouvé quand même que le caractère de ces personnages principaux, surtout Peter, restait quand même assez lisse, assez prévisible. En fait, dans cette histoire, j'ai eu vraiment tout ce que je m'attendais à ce qui se passe, ni plus ni moins. Et moi, ce que j'aime quand je lis un livre, c'est quand même être surprise, me retrouver un petit peu traîner à gauche, à droite et me dire ah ouais quand même. Et là, pas du tout. J'ai pas mis moins que 2,5 sur 5, tout simplement parce que j'adore la plume de Cindy Van Wilder. Elle a une écriture particulière et très poétique. Et voilà, c'est ce qui m'a vraiment permis de rester à flot. Je dois vous avouer que malheureusement, j'ai pas particulièrement envie de me procurer le tome 4 et de découvrir la suite qui va davantage porter sur les Ferreux. Donc, c'est un peuple de failles dont on a parlé tout au long des 3 tomes, mais plus particulièrement qui trouve son importance dans ce tome 3. Je lirai avec plaisir les autres publications de l'auteur, mais pour les Outrepasseurs, je préfère m'arrêter ici. Je me suis ensuite plongée dans le tome 6 de la série Urban Fantasy Rebecca Keane, écrit par Cassandra O'Donnell et publié aux éditions J'ai lu, que j'ai eu l'occasion de lire en lecture commune avec ma copine Béa. Le récit, je l'attendais depuis longtemps, je l'attendais depuis exactement 3 ans, voilà. Il s'est passé 3 ans entre la sortie du tome 5 et la sortie du tome 6, donc autant vous dire une éternité quand on est comme moi particulièrement fan de la série. Je me rappelle que lorsque je me suis procuré ce livre, ma première réaction ça a été c'est tout? Oui, parce que ce livre compte 284 pages, alors je ne sais pas si ça vous paraît peu ou beaucoup, hein, en fonction de votre rythme de lecture, mais clairement quand on est habitué aux autres tomes de la série, 284 pages, on est un peu en mode c'est une blague?
Et en fait je suis allée sur le groupe Facebook de l'auteur et j'ai pu me rendre compte que certes il y a 284 pages mais ce livre est quand même comparable aux autres en termes de quantité de signes. C'est tout simplement les éditions J'ai lu qui ont changé la mise en page, mais autrement il y a quand même autant qu'un autre livre à lire. Soit. Rebecca c'est une vicarice, une sorcière de guerre, mais elle est également assaïm, c'est-à-dire qu'elle a une fonction qui implique plusieurs rôles, à savoir en gros, pour vous la faire courte, détective privé, shérif et bourreau. Elle trouve les coupables, elle les tue et tout ça pour l'ensemble de la communauté surnaturelle du Vermont. J'ai adoré le sentiment que j'ai ressenti en débutant ma lecture, j'ai eu l'impression de retourner à la maison après une longue absence. Je sais pas trop comment vous le dire autrement, mais voilà, je me suis sentie bien. J'ai eu l'impression de retrouver de vieux amis. Ils m'ont tous manqué, donc pouvoir retrouver leurs petites histoires et puis leurs avancées personnelles, c'était juste top. Maintenant au-delà de ça j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre parce que j'ai trouvé que l'intrigue manquait un peu de complexité en comparaison des autres tomes et finalement se dire qu'on a attendu 3 ans pour entre guillemets ça, c'est un peu dommage. Alors certes le livre est top mais je pense que je l'aurais davantage apprécié si j'avais pas eu le temps de me monter le bourrichon comme je sais pas quoi et de me dire oh là là mais 3 ans, c'est à dire que son tome 6 va juste être extraordinaire pour avoir attendu tout ce temps et au final non. C'était sympa mais j'en attendais clairement mieux, je sais pertinemment que l'auteur est capable de bien plus et bien mieux et du coup je l'attends un petit peu au tournant avec son tome 7. Et là vous êtes en train de vous dire mais il est où son deuxième coup de cœur parce que jusqu'à présent il n'y a que des 2,5 et des 3 sur 5 donc ça va pas là. Bah mon autre coup de cœur il est là, il s'agit de The Silent Waters écrit par Brittany Cherry et qui m'a été envoyé par les éditions Hugo Roman. Brittany Cherry, elle est en train de rejoindre mon panthéon personnel des auteurs de romances contemporaines. Je suis en train de la placer au même niveau que Colleen Hoover, tout simplement parce que j'ai eu un coup de cœur pour le premier livre que j'ai pu lire de cet auteur, The Air He Breathes, en début d'année. J'ai adoré The Fire et je suis tombée mais sous le charme de The Silent Waters. L'héroïne de cette histoire s'appelle Maggie et quand elle avait 8 ans, elle a été la témoin d'une scène d'une violence inouïe qui l'a vraiment traumatisée au point de la rendre muette. Et du coup, les années passent et Maggie est incapable de partir de chez elle. Elle reste enfermée dans sa chambre sans parler, mais heureusement, elle est quand même très entourée. En plus de sa famille, elle peut compter sur ses amis, notamment Brooks, qui est le meilleur ami de son frère et qui a pris pour habitude d'écouter ses silences. Cette histoire, c'est l'histoire de Maggie, mais également l'histoire de Brooks qu'on va découvrir d'un point de vue alterné. Et cette histoire s'étale sur plusieurs années. J'adore quand les récits s'étalent sur plusieurs années et qu'ils ne restent pas tout simplement coincés dans une seule période. Je trouve qu'à la fois ça permet de s'attacher davantage au personnage parce que bien évidemment on n'est pas la même personne à 8 ans qu'à 18 ans qu'à 28 ans. Et en plus de ça, ça permet de donner une belle profondeur supplémentaire à un récit. Une fois de plus, Brittany Cherry, magicienne des mots comme pas deux, a réussi à m'envoûter avec ses paroles. Elle m'a touchée en plein cœur et j'ai pleuré à plusieurs reprises en lisant ce livre. Auparavant, j'étais davantage bon public, j'aimais à peu près tout ce que je lisais, comme j'aimais à peu près tout ce que je regardais à la télé, et j'avais la larme vraiment facile. Et au fur et à mesure que j'avance dans ma vie de lectrice, et voilà, j'ai plus de difficultés à pleurer, j'ai plus de difficultés à être touchée, à être vraiment très émue. Et ce livre m'a vraiment atteint comme rarement. J'ai pleuré plusieurs fois parce que j'en pouvais plus, j'étais hyper impactée par ce que je lisais. J'ai évidemment adoré observer l'évolution de la relation entre Brooks et Maggie qui est douce, simple et touchante. La littérature occupe une place importante dans ce récit. Je ne m'y attendais pas du tout mais j'ai trouvé que ça apportait un plus assez phénoménal à cette histoire. Quant au personnage secondaire, j'ai trouvé qu'il s'intégrait à merveille dans le récit, que ce soit au niveau des parents de Maggie. On se rend compte que c'est vraiment pas simple d'être parent. Quand on a un enfant qui était hyper volubile, hyper enjoué et qui du jour au lendemain devient taciturne et mutique. En résumé, je pèse mes mots, cette romance est certainement l'une des plus belles qu'il m'ait été donné de lire. Peut-être pas la plus belle, peut-être pas la plus extraordinaire, mais en tout cas l'une de celles qui m'a la plus marquée.
Le dernier livre dont je vous parle aujourd'hui, je l'ai terminé il y a quelques jours à peine, c'est La mort du temps, écrit par Aurélie Wellenstein, qui m'a été envoyé par les éditions Scrinéo dans le cadre du club des lecteurs dont je fais partie cette année. C'est en tout cas avec ce récit que j'ai découvert l'auteur et je dois vous avouer que j'ai pas été hyper emballée par ma lecture puisque je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. Il y a eu un séisme temporel qui a saccagé la Terre et qui a mélangé les différentes époques historiques entre elles. Calista, l'héroïne de cette histoire, est une adolescente de 16 ans qui va quitter Paris et rejoindre l'Est de la France afin de retrouver sa meilleure amie et de pouvoir constater de ses yeux qu'elle a bien survécu. Dans son périple à pied, Calista va être talonnée de près par le Flash, qui est une espèce d'énorme boule d'énergie qui détruit systématiquement chaque centimètre carré de la Terre. Du coup, ça va être un petit peu une course contre la montre pour Calista. Alors j'étais très enthousiaste en débutant ma lecture parce que j'adore particulièrement tout ce qui a trait au voyage dans le temps et tout ce qui a trait à des ambiances apocalyptiques. Donc mélangé, je me suis dit que ça allait faire juste un truc extraordinaire et en fait pas tant que ça, j'ai rapidement déchanté, c'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine de pages déjà, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je suis en train de lire? En fait, tout le monde me dit que j'ai de l'imagination à revendre, pour plein de raisons que je vais pas développer dans cette vidéo, mais bref. Mais je me dis que peut-être que j'ai pas tant d'imagination que ça, étant donné que j'ai trouvé ce récit un petit peu trop perché à mon goût, un petit peu trop extravagant et atypique. En fait, ce livre, c'est un petit ovni littéraire. On a du mal à le mettre dans une case, tout simplement parce qu'il ne correspond à aucune case déjà définie. Personnellement, je l'ai trouvé un petit peu trop, voilà. Trop tout, à commencer par trop surréaliste, c'est-à-dire que les personnages qui n'ont jamais marché de leur vie sur des longues durées vont se taper 400 bornes sans sourciller. 400 bornes quand tu manges pas ou voilà, des choses un peu anecdotiques, quand tu dors pas plus de quelques minutes par jour. Comment te dire que non, c'est hautement impossible, improbable. C'est-à-dire que personnellement j'y ai pas cru 2 secondes. Il y a trop de choses qui m'ont semblé hautement improbables et évidemment que c'est improbable parce que voilà, c'est de la science-fiction, c'est tout ce que vous voulez, donc évidemment que ça n'existe pas, mais enfin je veux dire, au bout d'un moment il faut quand même être un peu cohérent et j'ai trouvé que ça manquait de cohérence. Voilà, j'étais un peu déçue quand même. Je dois quand même reconnaître qu'il y a un côté très addictif à cette histoire, c'est-à-dire que même si j'étais pas emballée, il fallait que je tourne les pages, il fallait que je connaisse le pourquoi du comment et que je découvre toujours la suite pour arriver jusqu'à la fin. Mais voilà, en résumé, je ressors pas hyper emballée de cette lecture qui n'a pas vraiment su me satisfaire dans la continuité par son côté un petit peu trop déjanté, trop loufoque. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu en dépit de mes avis parfois mitigés par rapport à mes dernières lectures. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Tu dis ciao ciao? Monsieur Moustache? Monsieur Moustache? Tu sens bon le petit lapin.